À l'extrême nord de la Corse se trouve un pays étrange et singulier, édifié comme une longue presqu'île qui s'avance dans la mer sur près de 40 km. Il s'agit d'une bande rocheuse d'une dizaine de kilomètres de large, abritant des collines et des micro-vallées fertiles, et dont la première richesse est sans conteste son littoral, découpé de petites criques profondes qui forment autant de ports naturels. Il s'agit d'un espace avant tout maritime, tourné vers les grands ports du nord de l'Italie et du sud de la France, un espace stratégique sur les routes commerciales entre les péninsules italiques et ibériques. Pendant très longtemps, ce territoire particulier fut considéré par tous comme une terre à part, une sorte de monde clos extérieur à la Corse, à l'image d'un grand navire amarré au nord de l'île. Ce sentiment fut largement corroboré par l'histoire bien insolite du lieu, dont l'évolution au fil des siècles semble s'être faite indépendamment du reste de l'île. J'ai l'impression de reconnaître l'endroit, d'après les indications de tonton. Peut-être un petit peu plus à droite. Ouais, mais là, il commence à faire vraiment chaud, hein. Eh ouais, moi en attendant, je vais avoir les mains et les pieds palmés. Hein. Oh, il est reparti. J'en peux plus, là. Oh, mais comme tu es belle, toi. Oh, magnifique. Oh. C'est un gros parlant de sucre, ça. Allez. Va. Regarde ça la couvaille, toi Daguet. Hein? Une belle bouteille. Belle bouteille, hein? À sa forme, celle-là. Elle date de 1571. Cuvée très spéciale, une la cuvée Le Pente. Attends, tu veux dire que notre héritage, c'est ça? C'est une bouteille de vin? Une bouteille, il n'y en a pas qu'une. Hein? Tu vas dire ça, tout. Ça oui. Avec toutes ces histoires, on va finir par attraper une insolation. Regarde, ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a rien trouvé, à part une cargaison de bouteilles. Enfin, une bouteille, c'est quand même mieux que des bagues, des colliers ou des bracelets, qui n'ont aucune valeur. Ça, oui. Ouais, tu penses? Ouais. Cette bouteille, probablement, elle n'a pas été jetée de la fenêtre de cette tour. Moi, je pense qu'elle a été balancée de la galère de tonton Juanito. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On dirait un bâton de cannelle. Enfin, c'est une jolie bouteille, mais si ça se trouve, elle a aucune valeur. Et la valeur sentimentale, tu en fais quoi, toi? Enfin, Paul, tu es même pas sûr que ce soit celle de tonton Juanito. Moi, je veux la boire. Bon, tu veux être malade. Non, je suis menuisier, moi. Elle est salée, hein, on va dire. Hein. C'est pas étonnant. Mais il y a une subtilité dans cette boisson. C'est qu'elle a un léger goût de rance et un petit soupçon de rat. Oh. Et oui, ce qui fait que cette boisson a un avantage, c'est qu'on ne sent pas le goût du bouchon. Ah non, c'est sûr. Tu veux la rasade? Ah, non, sans façon. Ouf. Pêche ta bérédo, mais hein? Mon Dieu, mais regarde, il y avait bien quelque chose dedans. Oh Paul, tu
te doutes bien que le reste de la cargaison ne se trouve pas au pied de la tour. Va et disperse-toi aux 4 vents, à 50 lieues du rivage, sur la crête qui sépare les deux mers, où les vents se rencontrent, là où se trouve l'ancien oppidum, là où le vieux fou de philosophe fut exilé et emprisonné, là où la tour garde l'anse du croissant. N'oublie pas que la tour donne le pas et la vigne trace ton chemin. Tonton, il écrivait point, virgule, ou cabisco, je comprends rien. Cool. C'est un voyage initiatique. Ouf, initiatique. Oui, un voyage initiatique, une sorte de quête, un parcours où tu dois franchir toutes les étapes. Dans ce saint voyage, tu trouveras ta foi dans le sang du Christ. Ça, c'est le vin. Ah oui, PS, les bouteilles sont cachées sous les bracelets et les colliers scroqués à Hassan Pacha. Voilà le trésor, là, ça devient intéressant. Signé ton aïeul, Juanito Di Poli. Ah, moi, j'aime bien ce tonton Juanito, tiens. Juanito. Ouais, on va commencer. La tour donne le pas. Donne le pas. Ah ben voilà. Ben là, on a une belle coupe de tour génoise. Ouais, la tour. Alors la tour en bas, tu as la citerne. Et tu as 2 étages, regarde. Tu as un étage, c'est la pièce de vie, et l'autre, c'est la salle de garde. Et là-haut, ben, tu as la vigie avec les choguettes. Et puis il y a les fenêtres, les portes, et regarde, il y a même les petites niches pour ranger les affaires. En tout cas, c'est vraiment un bel ouvrage. Elle devait être belle. Hein. Remarque, elle est toujours parce qu'elle est unique. Ouais. Voir une tour comme ça, pourfendue, ça lui donne une certaine élégance. Hein. Ouais. Bon, si on se replonge dans le passé, à l'époque de Tonton Juanito plutôt, tu vois. Donc la tour, qui a été construite au XVIe siècle, elle est présente à l'époque. Hein, elle a été construite par Giacomo Santo d'Amar, qui règne en maître sur quasiment tout le Cap Corse. Lui, il a juré fidélité à Gênes et il est là. Donc il est là. Et bien sûr, il va protéger la population qui vit à ses côtés, bien sûr, parce qu'il y a les barbaresques, les pirates qui vont remonter les côtes du Cap Corse pour ensuite basculer en Balagne. Ça, c'est... Oui, mais c'est vrai que c'est ici qu'ont été construites les premières tours génoises, dès le début du XVIe siècle. Ouais, c'est vrai. Et oui, en plus ici, le Cap Corse, c'est une région très très riche. Là, il y a un gros vignoble, et donc il y a une grosse population. Et les Damars, ils sont bien entendu obligés de les protéger, puisqu'ici, le vin, il est produit en grande quantité, et il est exporté en Toscane. Hein, ça rapporte beaucoup aux Génois. Ah, ça oui. Et donc, il n'a pas de mal à construire la tour. Et puis, la tour, au-dessus, tu as le canon, bien entendu, qui va retentir dans la vallée pour que le peuple et les gens des villages puissent se réfugier en cas d'attaque des barbaresques. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le Cap, c'était une région agricole très importante, et surtout au niveau économique, parce que c'était ici qu'on produisait ce fameux vin blanc qui était très réputé. Et oui, d'ailleurs, je crois que c'est la seule région jusqu'au XVIIIe siècle qui a fait rentrer ici même, dans les terres du Nord, des monnaies trébuchantes. D'où le trésor. D'où le trésor. Oui, non. Allez, viens, on y va. Aspect. 50 lieues du rivage, sur les crêtes qui séparent les deux mers. Les vents se rencontrent. Et par où on commence? Mais Paul, c'est un voyage initiatique. Oui, initiatique. La tour donne le pas. Le pas. La tour donne le pas. Mais c'est qu'il y en a des tours dans le Cap Corse, mon cher Paul. Car si toute la Corse a fini par être ceinturée de tours à la fin du XVIe siècle, à l'initiative des ingénieurs génois, ce sont bien les seigneurs d'Amar qui dotèrent les rivages de leurs fiefs des toutes premières sentinelles de pierre, chargées tant de surveiller la mer que de protéger l'accès aux criques et l'entrée des ports. Le Cap Corse était alors un territoire très prospère. C'était une seigneurie importante, fondée par un amiral génois, Ansaldo d'Amare, à la fin du XIIe siècle et rattachée ensuite à la République de Gênes au début du XIIIe siècle. Lorsque le fils d'Ansaldo, voyant Gênes prendre des positions dans l'île, s'était empressé de prêter allégeance à la sérénissime République. Ça tourne, alors on est vraiment sur les pas de tonton Juanito, il le sent. Hein.
Le reste de la cargaison ne se trouve pas au pied de la tour, Ça, on le sait, c'est fait. où le vieux fou de philosophe fut exilé et emprisonné. Là, je trouve chez moi, fatigué des philosophes. Où se Lui, hein. trouve l'ancien oppidum. Là, que de l'eau, pas de vin, donc pas de trésor. Va et disperse-toi aux 80. Ah, 80. Giro, Coulimento, Tramontane et Libicio. Qui sépare les deux mers, où les vents se rencontrent. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là, où les vents se rencontrent? Eh bien, c'est logique. Sur les crêtes, sur un col, là où les vents se croisent. Et dans l'alignement de cette chapelle, qui est l'une des plus vieilles de Corse. Hein. Quoi, tu veux dire que cette chapelle romane est une des plus vieilles de Corse? C'est exact. Tout à fait remarquable. Hein. Remarquable et très ancienne. Et tu sais qu'ici, à cet emplacement, il y avait une église paléochrétienne. Là? Eh oui, là. Et la légende raconte qu'au IVe siècle, eh bien, cette église, elle a été érigée ici même par les premiers chrétiens qui arrivent dans le nord de l'île, ici dans le Cap Corse. Parce qu'ils fuient les persécutions et ils s'installent ici même. Et tu crois que cette légende peut être vraie? Elle est vraie parce que le pendule l'affirme. Ah, bon, alors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, les archéologues, ils ont trouvé plein de choses, notamment des tombes. Hein. Ils ont trouvé un sarcophage en forme de baignoire, enchâssé dans la fondation. Et à l'intérieur, il y avait les reliques d'un saint martyr du 5e siècle. Ah ouais. Après, ils ont trouvé d'autres tombes, un peu plus récentes, les tombes du Moyen-Âge et des tombes de périodes plus modernes. Mais moi, ce que je trouve vraiment très étrange dans cette église, c'est quand même la différence de taille entre les deux absides. Tu as remarqué qu'il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre? Je n'avais pas remarqué, c'est vrai. Hein. Donc que tu le dis. Et les absides, en fait, elles ont l'utilité, en fait, elles serviraient à des vocables. C'est-à-dire une abside, un saint. Là, il y en a deux, donc deux vocables, deux saints. Mais c'est pas très rare dans les églises romanes de voir deux absides déjà. Non, il y en a quelques-unes. Hein. Mais est-ce que ça voudrait dire du coup qu'il y a un saint qui est plus vénéré que l'autre? Ça m'étonnerait, les saints sont tous égaux. Oui. Mais en tout cas, elles sont belles, hein, et cette église, elle me parle à moi. Et tu sais qu'à côté, il y avait un clocher, au XVIIIe siècle, eh bien, qui s'est effondré, qu'on n'a pas reconstruit. Et cette église, l'église Santa Maria, elle est connue puisque tous les fidèles de la pointe du Cap Corse venaient ici hein, depuis tout temps jusqu'au XXe siècle pour prier parce qu'il y a eu pas mal de miracles ici. Hein. Il y a eu des miracles là? Des miracles, ouais. Moi je connais un. Bon, un jour, les habitants, le berger, je crois, du champ qui se trouvait derrière, il est arrivé et bon, au petit matin, bouf, le mur par terre. Le mur latéral nord par terre. Ouais. Alors, il était tout affolé. Bon, il est parti au village, bon, il n'y a personne qui est venu dans la journée. Le lendemain, comme par enchantement, en fait c'était les prières des femmes du village qui a fait que le mur s'est reconsolidé par lui-même. Ah ben ça c'est un vrai miracle alors. C'est les vieux qui le racontent. Hein. Mais du coup le pauvre campanile, non en fait. Non, mais c'est pas... Faudrait prier plus souvent peut-être. Pour le campanile. Ouais. Mais moi je vais me mettre à prier justement pour revoir ce campanile juste là. À Santa Maria. Là, je serais heureux, je crois. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux pour recevoir la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu pour être plus heureux. Et heureux aussi les travailleurs, car ils seront récompensés de leur dur labeur. Enfin, cela aurait pu être une devise des populations du Cap, car durant des siècles, ces parcelles vallonnées ont fourni un excellent vin blanc, qui s'exportait jusque sur les tables des nobles de Toscane, et même jusqu'au Vatican, offrant alors aux populations de ce territoire une aisance peu commune pour la période, marquée par les guerres et les disettes, et aux seigneurs du Cap Corse, une prospérité exemplaire. Allez Paul, tu viens? Je vais mourir. Bah non, on va pas mourir ici, va. Puis si tu fermais la bouche, ce serait un peu moins sec dedans. Viens mourir. Tu vois, on n'aurait jamais dû boire tout au lot d'un coup. Il fallait boire petit à petit. Ah, tu dis. Partir sans chapeau, franchement, c'était pas mal, hein, ça. Ça va aller?
Oh punaise! Tu as une vision? Le soleil tellement chaud, ça a dû lui taper sur la tête, hein, le pauvre. Paul! Paul! Aurais-tu perdu la raison? Non, j'ai retrouvé la mémoire. Regarde, Qu'est-ce que c'est que cette trouvaille? tu tombes bien ma petite. En cas de besoin, caché près des chais comme les bons. Oh, comme ça, des haltères. Tu en veux? Non, non, merci. Mais tu sais qu'à force de boire n'importe quoi, tu vas vraiment finir par tomber malade. Ouais, mais pas avec cette bouteille. Ça, c'est un millésime exceptionnel. Ouais. Eh oui, c'était une année propice l'année dernière. Pas comme toutes les autres années dans le Cap Corse. Parce qu'ici, l'hiver, il n'y a pas trop de gel. Et puis là, on est dans un climat doux. Et l'été, on est dans un climat de sécheresse. Ce qui va donner aux grains de raisin une concentration importante de sucre qui va donner un vin magnifique, ou zuccarado. Et tu crois qu'au temps des Génois, le vin blanc avait le même goût que celui-là? Parce que bon, c'était pas les mêmes cépages quand même à l'époque. Oui, mais c'est la même terre. Oui. Et puis les vins, enfin, je pense qu'ils devaient se ressembler. D'ailleurs, tonton dit que le vin était le même qu'à l'époque. Hein. Alors j'ai quand même entendu dire qu'on mettait des choses dedans, comme des épices. Non, pas à la table des nobles génois. En fait, la perception du vin a évolué au fil des années. Et à l'époque des Génois, eh bien, on parle de vins herbacés, des vins renardés, hein, que certains apprécient. Hein. Bon, ce sont des personnes peu exigeantes. Mais on parle aussi de vins qui sont très légers, très sucrés à la table des seigneurs. Bon alors par contre, pendant très longtemps, le problème c'était la conservation du vin. Parce qu'au temps des Romains, on le mettait dans les amphores. Mais alors dans les amphores, pour les rendre étanches, elles étaient recouvertes de pois. Mais alors la poix, ça donnait au vin un goût très très fort, très prononcé. Ouais, ça devait être désagréable au palais. Hein. Ouais. Mais à l'époque, on buvait des vins très jeunes, hein, très acides et surtout pas bien stabilisés. Hein. On pourrait comparer ça au Beaujolais nouveau, si tu veux. Et pour pallier à cette acidité, eh bien, on rajoutait plein de choses. On pouvait rajouter des épices, du thym, du romarin, parfois du miel. Certains rajoutaient des fromages, ce qui parfumait le vin. Tu avais des vins parfois salés, parfois sucrés. Enfin du fromage quand même. Oui. Enfin de toute façon, à partir du Moyen-Âge, on n'a plus utilisé l'amphore. Et par contre, on conservait le vin dans des tonneaux en bois. Des tonneaux en bois. Ici, dans le Cap Corse, à l'époque génoise, c'était des tonneaux fabriqués en châtaignier. Et le chêne vient par la suite. Et alors pour boire le vin, on le buvait dans des pots en grès. Parce qu'en fait, la bouteille en verre n'est apparue qu'au XVIe siècle. Mais comme le verre à table, et puis évidemment, tu t'en doutes bien, il était sur la table des seigneurs, pas des petits gens. Évidemment. Parce que les petits gens buvaient dans des pots en terre cuite ou en bois. Ben oui. C'est vrai qu'on n'utilisait pas les bouteilles pour stocker le vin à l'intérieur. Et souvent, on utilisait quoi? De la vessie de porc. Eh oui, surtout quand on travaillait la terre et qu'on allait parcourir des kilomètres. Donc on mettait le vin dans la vessie de porc qu'on recouvrait, on va dire, de cuir, de bon cuir, hein, et tu la transportais. Après, il fallait boucher. Et les bouchons, tu pouvais mettre du bois ou alors tu fabriquais une pâte avec de la cire comme une mélasse. Et là, ploc, et de temps en temps, tu arrachais avec les dents et tu buvais le contenu. Ah, je ne suis pas sûre que le vin supportait un traitement pareil. Hein. Non. Oh, tu crois que le vin était vraiment bon à l'époque? À l'époque, on avait des goûts différents, bien sûr. Et tu sais que le goût, cela s'apprend. En fait, c'est une chose culturelle. Hein. Toi, ce vin, tu l'aimes pas. Et où mes biages, hein. Et les Grecs et les Romains, ils adoraient leur vin, ainsi que les Génois et les Pisans qui adoraient le leur. Ouais. Et oui, même si ce n'étaient pas les mêmes vins. Hein. Et comme on disait, à la table de Fouflouns, hein, qu'importe le goût, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Ça va mieux là ou pas? Comment? Vous avez raison les amis, le goût est avant tout une histoire de culture. Il se forme, se construit à force d'usage et d'apprentissage. Il en est de même des autres sens, et surtout de l'odorat, fortement influencé par l'endroit où l'on est et où l'on grandit, et par toutes sortes d'expériences émotionnelles. La Corse le sait bien, lui qui évolue dans une île de senteurs, de parfums, tout autant délicats qu'enivrants. Le climat méditerranéen, l'air marin, le relief venté et le sol schisteux
Tout cela donne son caractère à la végétation du Cap Corse, qu'il s'agisse des arômes de la vigne ou du maquis odorant. Paul, ma toi est magnifique. Je sais. Et tellement de personnes te le disent, mais toi, tu sais rester si simple. Et c'est un plat que beaucoup de personnes me le disent, parce que je suis naturel, modeste et humble. Pour être humble, il faut méditer beaucoup. En fait, cette terre du Cap Corse, c'est vraiment une terre de légende religieuse. Une terre de légende tout court, parce qu'avec les seigneuries et les raids barbaresques qu'il y a eu, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est qu'ici, il y a plein de témoignages anciens, témoignages réunis par les chroniqueurs du temps passé, et qui racontent que Saint Paul est arrivé ici en Corse pour aider les chrétiens réfugiés, et ensuite il a continué sa prêche vers l'Espagne. Mais je sais qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie de Saint Paul, sauf que la tradition veut qu'il ait été condamné à mort, qu'il ait été décapité sur la Via Ostiens près de Rome. Ça, c'était en 67, durant les persécutions de Néron. Mais alors, tout ce qui s'est passé dans sa vie avant le jugement, en fait, personne n'est trop au courant. Ce qu'on connaît de lui, ce sont ses voyages. La Macédoine, Chypre ou Jérusalem. Mais par contre, je ne savais pas du tout qu'il est allé en Espagne. Et pourtant, oui, Clément me connaissait, et Clément, c'était le 4e pape. Et lui, il fait des écrits. Et dans ces écrits, qui ont été retrouvés, il dit que Saint Paul aurait été aux confins de l'Occident. Or, à cette période, à l'époque romaine, les confins de l'Occident, c'est l'Espagne. Et en Espagne, il y a beaucoup de traditions, de par tradition locale, on raconte le voyage de Saint Paul. Saint Paul, l'apôtre, aurait été à Tortosa, et là, il aurait ordonné, en fait, l'évêque Rufus de Tortosa. Et puis, vraisemblablement, il a dû passer par la Corse, puisque la Corse se trouve entre Rome et l'Espagne. Et en plus, ici, il y avait une voie maritime connue de l'Empire romain, et elle passait par ici, par le nord de l'île. Et donc, on peut dire qu'il est passé par ici. Tu es sûr de cette voie? Oui, c'était une voie connue. Imagine, tu pars de Rome, d'Ostie, tu arrives à Alire, et à Alire, tu t'en vas vers Marianne, le Cap Corse, et ensuite, tu passes par Sagone et pour aller directement en Espagne. Oui, c'est vrai que s'il est allé en Espagne, il y a de fortes chances qu'il soit passé par le Cap Corse. Mais je trouve ça quand même dingue. Parce que s'il est venu ici, ça veut dire qu'il y a eu les premiers chrétiens au 1er siècle de notre ère. Et ça, c'est quand même 400 ans avant la version officielle. Ouais, mais c'est ce que disent les traditions orales. Ouais. Bon, on y va? Allez, allons-y, vers les crêtes du Cap Corse, à la recherche du trésor et du vin. Et Paul, tu es sûr que c'est par là? J'en suis sûr, mais comme ça faisait longtemps que je n'étais pas venu par ici, je me sentais obligé de la saluer, cette belle tour d'Agnier. La crête, c'est par là. Oui, on est carrément à l'opposé, là. Ouais. Mais bon, la visite de la tour, c'est initiatique aussi. Elle est belle, Pourquoi tu me poursuis toujours avec ce mot initiatique? Initiatique. Le voyage de Saint Paul en Corse est un joli conte. Une belle légende aussi plausible qu'incertaine, mais qui renferme, comme c'est souvent le cas avec les légendes, quelques fondements sincères. Quelle que soit la véritable date de la christianisation de l'île, nul ne peut en déduire qu'aucune population insulaire n'avait jamais été en contact avec la religion chrétienne auparavant. Nul ne peut affirmer que la diffusion de la foi ne fut qu'une entreprise ecclésiastique, datable de la seule mise en place d'une administration religieuse et de structures officielles. Non, car cela gommerait tout le travail des disciples de la foi, des missionnaires et de tous ces saints hommes qui se sont engagés à parcourir les contrées pour annoncer la bonne nouvelle et dont l'Église elle-même vante les mérites. Une chose est sûre, le Cap Corse est un territoire très fervent, très tôt touché par la grâce divine. Il abrite non seulement de très anciennes églises, mais concentre aussi un grand nombre de couvents. Preuve, s'il en faut,
d'une tradition monastique et religieuse bien ancrée dans ce petit bout de terre. Alors peu importe si cette tradition remonte à Saint-Paul ou si elle débute avec le rapatriement des évêques africains à la chute de l'Empire romain. Cela n'est qu'un détail, un débat d'historiens. Ce qui est important, c'est que cette terre, bâtie comme un navire au milieu de la mer, forme une vraie entité, modelée par une histoire et un destin commun. Le Cap Corse n'est pas le prolongement de la Corse dans la mer, c'est un monde à part. Un territoire marin au cœur des échanges avec le reste de la Méditerranée. C'est sa force, sa spécificité, son identité. L'histoire du Cap Corse est intimement liée à la constitution d'une grande seigneurie à la fin du XIIe siècle, la seigneurie d'Amare. Son fondateur, Ansaldo d'Amare, était un amiral génois au service de Naples. Comme tout personnage important à l'époque, il caressait le rêve de se constituer un fief. Il jeta alors son dévolu sur cette presqu'île qui comptait de très nombreux ports naturels, propices aux escales maritimes. Pour un grand marin comme Ansaldo d'Amare, ce territoire était un fief idéal. La chance voulait que la Corse, en ces temps-là, fût une région peu peuplée, avec un pouvoir politique très morcelé. On se trouvait effectivement à une époque charnière dans l'histoire de l'île. Les Maures venaient tout juste d'être chassés et l'évêque de Pise lançait un vaste programme de reconquête politique, en s'appuyant sur la mise en place d'un clergé insulaire et d'un réseau de féodaux. Les choses se mettaient en place, mais il existait encore de vastes domaines où l'autorité pisane n'était pas très affirmée. Ansaldo d'Amare en profita. Cette aventure aurait néanmoins pu très vite s'achever, à l'image de toutes les autres tentatives seigneuriales de l'île. Mais les d'Amare eurent la clairvoyance de s'allier à Gênes et la sagesse de ne jamais renier leurs engagements auprès de la Sérénissime République. En bons gestionnaires, ils mirent en valeur leur terroir et développèrent l'activité portuaire, de sorte que leur seigneurie traversa les âges sans réels encombres, connaissant au contraire une embellie presque continue sur plus de 400 ans. Disperse-toi aux 4 vents, à 50 lieues du rivage, sur la crête qui sépare les deux mers, où les vents se rencontrent, là où se trouve l'ancien oppidum. C'est ici, l'oppidum de Roliane. Ben non, c'est pas un oppidum ici. Tu sais, tonton, quand il écrivait, il mélangeait peut-être toutes les périodes. Hein. Les tours, les châteaux, les oppidums. Pour lui, c'était du pareil au même. Hein. Enfin, on est quand même très loin du village entouré d'une palissade surmontée d'une tour. Et puis en plus, ça, c'était pendant l'époque romaine. Ouais, je te l'accorde. C'est vrai qu'on est loin du camp de Baba au Rome en Armorique. Hein. Enfin, là, on est quand même en présence d'un château qui ressemble à un château et pas une simple tour. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce château, il était beaucoup plus grand et il a été érigé par Damare, la seigneurie d'Amare. T'imagines, ils avaient des territoires partant de Petracorbar à Nonde jusqu'à la pointe du Cap Corse, tout le promontoire rocheux. Et tu sais, ce que j'aime, c'est que c'est ici qu'a vécu le dernier seigneur du Cap Corse. Et en plus, c'était une femme, Barbara d'Amare. Et elle a quand même régné sur le Cap entre 1556 et 1592. C'est pas rien. C'est pas rien, tu sais qui a fréquenté Barbara. Non. Juanito. De temps à autre. Moi, j'aime bien Ansaldo d'Amare. Ah, ça, c'était quelqu'un. C'était un bonhomme. Hein. T'imagines, grand seigneur par n'importe qui, amiral de Frédéric II qui est empereur. Et c'est le premier de la lignée des seigneurs du Cap Corse. T'imagines un peu? Enfin, c'était facile pour lui aussi. C'était facile de quoi à l'époque? Enfin, il est arrivé avec sa flotte ici à Machina, lui avec 500 ou 600 hommes. Ils ont débarqué et ont demandé à voir les petits seigneurs locaux, les avogars, pour leur demander le rachat des terres. Mais les avogars, c'est de tout petits seigneurs, ils avaient quoi, une dizaine d'hommes en arbre, c'est tout. Hein. Mais enfin, ils ne pouvaient pas refuser cette proposition. Et puis non. tu sais, ils sont toujours à se plaindre. Ils n'avaient qu'à montrer, ils auraient pu être aussi grands amiral, comme Ansaldo, voilà. C'est tout simple. Et puis la noblesse, c'était comme ça. Tu arrivais, tu t'imposais par la force, par le nombre d'hommes en armes, hein, et puis c'était partout dans le monde comme ça. Tu sais, on dit toujours, les nobles anoblissent les nobles pour faire une lignée de nobles. Ansaldo, il n'était pas fou, il est arrivé. Il n'allait pas anoblir tout le monde. Non, ce serait bête. Ouais, c'est comme ça, il grossissait le grand de ses rivaux. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imposé tout simplement.
hein. Bon, il a été gentil quand même, parce qu'il aurait pu tout prendre de force. Non, il est allé en tant que gentleman, voir si ces seigneurs vendaient avec la puissance quand même. Hein. Oui, mais alors attends, par contre c'est lui qui fixait les prix, et puis on ne sait pas s'il les a réellement payés. Alors gentleman, ça on ne sait pas trop. Hein. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu pas mal de conflits concernant quelques territoires vers la frontière sud. Ça, c'est sûr. Oui, les conflits, il y en avait souvent. Hein. En tous les cas, la moralité de cette histoire des Damars te montre qu'il ne faut pas faire le mac sur ton caillou ici, hein, comme beaucoup, parce qu'un beau jour arrivent des seigneurs plus puissants que toi, et là, ils te replacent au rang de courtisan, voire de gueux, et tu t'aplatis, et tu sures les pompes tous les matins. Hein. Ouais. Bravo, hein. Merci la mondialisation. En tout cas, Juan Nieto di Pol, ce qui nous a appris durant ce parcours initiatique, c'est l'humilité. Hein, aussi à être puissant. Hein. Oui, c'est important aussi. Hein. Bon, admettons que Léopidum ne soit pas là. Ouais. Par contre, alors le vieux fou de philosophe exilé, emprisonné, je vois pas de qui il parle. J'ai une petite idée derrière la tête. Le croissant, lance du croissant. C'est fou. Il y a beaucoup de fous ici. Tour garde lance du croissant. C'est un truc. Tourne le pavé. Le tien, le mien. Tiens. L'humilité face aux puissants. C'est aussi la leçon des Damars, car les conflits entre Génois et autres seigneurs insulaires ont conduit à la destruction de tous les châteaux de l'île et au démantèlement de toutes les seigneuries avant la fin du XVIe siècle. Seuls les Damars ont continué l'aventure jusqu'à l'orée du XVIIe siècle, s'affirmant ainsi comme les derniers grands seigneurs insulaires. L'un des secrets de leur réussite fut leur habileté de négociation. Avec les Génois, bien sûr, mais aussi avec les pirates turcs, car la contrée fut épargnée par les razzias, à la faveur, dit-on, d'un accord secret, qui permettait aux pirates de s'abriter dans une baie, à la pointe de l'île, à un endroit du rivage où se trouvait une source permettant aux navires de s'approvisionner en eau. Des herbes, des fleurs. J'adore. Douceur du soleil, il y a les petits oiseaux qui chantent. Dans tous ces villages du Cap, il y a toujours eu cette sérénité, cette douceur de vivre. Ah oui, les herbes, les oiseaux, le soleil, mais le mal n'était jamais loin. Il arrivait de la mer. Et ici, sur les hauteurs de Roliane, tu es à l'endroit le plus stratégique de toute la Corse. Et à l'époque des Barbaresques, tu voyais arriver les navires. Alors souvent, il y avait des navires amis, hein, mais par moments, des navires ennemis que tu voyais. Les Barbaresques, et là, tu avais tout intérêt à prendre tes jambes à ton cou et aller te réfugier à l'intérieur des terres. Ou alors, te cacher, te réfugier dans cette tour de défense. Magnifique, hein? Surtout difficile à prendre. Hein. Eh oui, parce que là, quand tu te présentais face à la tour, tu prenais une volée de balles. Elle est très bien conservée. Hein. Ah ouais. Et comme tu as pu le voir, il y en a d'autres dans le village. Ce sont des tours seigneuriales de défense des hameaux. Et les villageois venaient se réfugier, ils s'enfermaient à l'intérieur en cas d'attaque. Et comme souvent, les agresseurs, ils menaient les attaques au pas de course, ils ne prenaient pas la peine d'attaquer ces édifices solides. Et oui, parce qu'ils faisaient très très vite. Hein. Ils couraient dans les ruelles, ils attrapaient les enfants, les jeunes femmes, et ils redescendaient vite vers le village, puisqu'il y avait les navires qui les attendaient pour repartir. Ah, c'est le principe des razzias. Hein. C'est quand même terrible. T'imagines être rapté pour ensuite être vendu comme esclave? Et il fallait être malin, ami, avoir l'œil. Être intelligent et surtout très rapide. Ah, ça oui. Mais certains Corses n'avaient pas de chance. Les aveugles, les sourds, les boiteux. Bon, somme toute, les Barbaresques, ils n'en voulaient pas, hein, ils n'étaient pas très utiles. Mais en temps de guerre, on attaquait plutôt les châteaux plutôt que ce genre de tours. En fait, pour être tranquille, il fallait rentrer dans ce genre de tour, en fait. Eh oui. Et puis d'ailleurs, c'est dans celle-ci que Barbara s'est réfugiée avec les siens lors de la reconstruction du château qui fut détruit. Et là, au-dessus de la porte, sur la plaque de marbre de Carrare, tu as son blason, la marque de Barbara. Barbara. Tu sais que cette femme a eu une vie vraiment extraordinaire, hein. Aussi terrible que romanesque. Et extraordinaire. Mais toi, tu dis ça parce que c'était une femme. Bah non, pas que. Hein. Sa vie a vraiment été une suite d'événements tragiques. Et maintenant, la tragédie de Barbara.
Enfin, tu aurais pu te replonger un peu plus dans son histoire. Hein. Et je la connais, son histoire. Et je sais que c'était une femme à homme. Mais après... Enfin, elle a eu plusieurs hommes, certes, mais bon, elle n'avait pas trop le choix. Hein. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse avoir une vie tragique dans un lieu aussi magnifique. Bon, enfin, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est une succession d'événements. Hein. Ouais, d'abord, Barbara, c'est la fille unique de Giacomo Santo II d'Amare. Elle a 23 ans lorsque son père meurt. Il est tué par les Génois alors qu'il est obligé de se battre aux côtés des Français de San Piero Gorzo. L'année suivante, elle perd son mari, Pier Giovanni de Negroni, qui lui, par contre, est tué par les Turcs au large de Saint-Florent. Pour la petite histoire, son mari était le cousin germain de son père. Enfin, le mariage avait été arrangé de longue date. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, on est en 1555. Barbara se retrouve donc veuve avec ses deux petites filles et elles viennent se réfugier ici dans la tour, toutes les trois. Et au même moment, Gênes perd la guerre contre la France et abandonne la Corse. Là, il y a les officiers français qui arrivent, qui sont sous le règne du roi Henri II, et ils lui ordonnent alors soit l'exil, soit de rallier le camp français. Mais alors pour cela, elle doit épouser un vieil homme, un maréchal de camp, qui s'appelle Jean de Cros. Il est très vieux, mais alors il la trouve très belle, très à son goût. Elle a très peur, et puis elle ne sait pas où aller. Elle a très peur surtout pour la sécurité de ses filles. Alors elle se retrouve contrainte et forcée d'épouser ce vieil homme. Pas terrible, hein? Non, mais bon, seulement un an après son mariage, on est en 1559, la France rend la Corse à Gênes. Et là, les Génois veulent absolument récupérer cette seigneurie, et alors lui ordonnent de divorcer et d'épouser l'un des leurs, ou alors carrément de s'en aller. Donc là, elle se retrouve encore une fois contrainte d'épouser un vieil homme, mais il se trouve que c'est un amiral Doria, qui était un parent du grand Andrea Doria, qui était un grand amiral génois, général des galères d'Espagne. Alors, elle n'est seigneur que par ce mariage. Non, en fait, c'est un petit peu plus vicieux que ça quand même. C'est-à-dire qu'elle a propriété du domaine, mais par contre, elle ne peut exercer son pouvoir que si elle est mariée avec un seigneur génois. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seigneurie, le fief, dirige quand même les cités de Centaur et de Macina, qui sont les deux ports les plus importants de l'île à cette époque. Et puis, le fief est un gigantesque site naval qui est très très important et qui fait quand même face à Pise, Gênes et Toulon. Hein. Ouais. Alors, on est en 1559, elle se retrouve épouse d'un grand amiral génois. Mais alors, ce qui est bien, la chance dans tout ça, c'est que le vieil homme meurt assez rapidement. Ah. Donc, elle se retrouve une nouvelle fois veuve avec une troisième petite fille qu'elle a eue de ce dernier mariage. Ça en fait beaucoup, tout ça. Plusieurs enfants, 3 maris, que des vieux. Elle a quand même eu une période de tranquillité, cette femme, non? Bien, écoute, elle a une quarantaine d'années et elle dirige la seigneurie d'une main de maître. D'ailleurs, les Génois lui font totalement confiance. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'en 1592, date à laquelle les Génois décident de dissoudre cette seigneurie et de créer la province du Cap-Corse. Elle quitte alors le château et elle vient une nouvelle fois se réfugier ici dans sa tour où elle meurt à l'âge de 73 ans en 1604. C'était pas facile d'être une femme à l'époque, et même en étant une fille de seigneur. Je t'avais dit que sa vie était pleine de péripéties. Sacrée bonne femme, hein, cette Barbara. Une seigneuresse hors pair. Barbara d'Amare fut donc le dernier des seigneurs corses, régnant sans partage sur un territoire de plus de 300 km² et plusieurs ports de première importance. À la fin de sa vie, fatiguée par les péripéties de son existence, elle se retira dans cette tour où elle avait vécu auparavant avec ses filles. Elle profita alors des enseignements des moines franciscains qui résidaient à quelques dizaines de mètres de sa demeure, dans un couvent bâti par son grand-père et qu'elle avait fait embellir à diverses occasions, en y édifiant notamment un cloître et une église. La grande dame termina sa vie en recluse, vivant au rythme de la communauté franciscaine, consacrant son temps à la prière et à la méditation.
surtout, pardonnez-moi parce que je suis un menteur. J'ai menti à Camille. Je lui ai pas tout dit. Il n'y avait pas que des bouteilles dans le fond de la mer. J'ai trouvé une bague et des colliers de perles. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est le vin. Mais elle ne m'aurait pas suivi dans ma quête. Elle n'aime pas le vin. Paul, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu es vraiment un petit menteur. Et je savais que tu étais là. Hein. C'était pour voir si tu suivais. Je m'interrogeais sur la prêche, parce qu'elle est toute cassée, là. Et... Ouais, c'est ça. Change de sujet, oui. Je réfléchissais. Regarde-moi ça, c'est tout délabré, toute une terre, tout détruit. La chair, elle tient sur une poutre. On est loin du faste d'antan. Hein. Ah, c'est sûr qu'il ne reste pas grand-chose du couvent Saint-François. Hein. Ouais, l'époque des Damars est révolue. Hein. Et c'est Giacomo Zanto Damar qui va léguer pieusement une partie de son domaine aux franciscains. Et non seulement il va donner un bout de territoire, mais il va leur donner aussi des bijoux. Et ces bijoux vont servir à la fabrication d'objets de culte comme on va dire les calices ou les objets ostentatoires. C'est très généreux de sa part, ça. Enfin, généreux. Il voulait surtout se faire pardonner des fautes qu'il avait commises. Quelle faute? Alors que sa femme va lui donner 5 enfants légitimes, sa maîtresse, qu'elle a des lourds, elle va lui donner 5 autres enfants. Enfin, c'est pas très discret comme trahison, ça. Hein. C'est rien. Hein. En plus, lui, c'est un seigneur. Et alors? À l'époque, les seigneurs, ils ont plusieurs femmes. Hein. Ça arrive. Ouais, en tous les cas, il va s'adresser au pape. Et le pape va aussitôt donner l'autorisation de construire ici même le 28e couvent de Corse en 1520. Bon, plus tard, il y a eu des améliorations. On a agrandi le couvent. C'est Barbara qui a fait agrandir une partie du couvent, notamment le cloître et aussi la pièce principale. À l'étage, il y avait des cellules, hein, le dortoir des moines. On pouvait accueillir 8 moines ici. Et Barbara va faire construire cette église, là où nous sommes. Bon, plus tard, lorsque la Corse va devenir une province génoise à part entière, il va y avoir les notables de Bastia qui vont faire des dons. Et avec ces dons, ça va permettre en fait de réhabiliter et d'entretenir ce couvent. Alors ici, au sol, il y a plein de tombes, comme tu peux le voir. Et il y a beaucoup de notables cap-corsins qui sont enterrés ici. Et je crois que cette chapelle, enfin à l'intérieur, ce qu'il en reste, il y avait le squelette d'un des descendants de Tayagarne. Les fondateurs de Bastia. Les fondateurs de Bastia. Et puis ces murs renferment aussi des reliques. Hein, c'était de coutume de mettre des reliques lorsqu'on construisait une église. Alors ici, on a trouvé, devine quoi, un bras. Oh. Le bras de San Biagio. Oh, Saint Blaise. Saint Blaise, c'était un saint protecteur, lui. Oui. Et il était médecin, d'ailleurs, de son vivant. Il était très vénéré au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, on l'implorait souvent quand il y avait des maladies ou des épidémies, des choses comme ça. C'est ça. Et puis ici, dans le Cap, le prénom Biagio, il est répandu sur toute la contrée. Hein. Puis le prénom Blaise devient le nom Blasine, Blasine originaire du nord du Cap-Corse. Alors, c'est comme Paul, ça a donné Paul. Paul ou Saint-Paul, par exemple. Saint, pas très saint, parce que je suis vraiment un petit menteur. Menteur? Moi, j'ai pas menti. Hein. Tu dis, toi. Mais parle-moi un peu de ce trésor, là. Regardez comme il est joli, cet hôtel. Il y a toujours les couleurs, il y a des colonnes toutes torsadées comme ça, et les volutes. Il est magnifique, hein. Mais dis, tu as bien dit que tu as trouvé des bouteilles, mais tu n'as pas trouvé que des bouteilles. Et regarde ce lierre, là, comme il est beau, accroché à la façade, là. Ça fait des années qu'il doit être là. Hein. Magnifique. Mais Paul, tu sais, je t'aurais suivi quand même, hein. Ah bon? Bah oui. Pourquoi tu doutes? À l'image de l'île tout entière, le Cap Corse est avant tout une montagne dans la mer. Les plaines et les vallées sont très courtes. La pente est raide. Le relief est escarpé. En prenant un peu de hauteur, on se rend vite compte du caractère assez inhospitalier de la contrée, faite d'une multitude de collines rocheuses qui se succèdent furieusement, comme les vagues en pleine tempête. Il n'y a ici que peu de terres fertiles, que peu de champs agricoles. La seigneurie tout entière n'est qu'un gros caillou entouré d'eau. C'est peut-être pour cette raison que cette terre a tant plu à Ansaldo, l'amiral génois. Car force est de constater que les seigneurs d'Amare portaient bien leur nom, eux qui formèrent une incroyable lignée de marins. Il y a eu l'amiral fondateur de la dynastie, mais aussi ses fils et petits-fils, tous marins au long cours, dont un certain
Alamono da Mare, l'un des commandants victorieux de la flotte de Pise à la bataille de la Meloria. Même Francesco Negrone, le mari de Barbara, était capitaine de navire. Il mourut d'ailleurs en mer, au combat contre les Turcs. D'habitude, quand je viens me promener sur ces crêtes, Dieu me toucher, mais je deviens fou. Parce qu'il y a toujours du vent dans le Cap Corse. Il fait chaud. Hein. Je suis en bataille, les habits qui volent. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Hein. Mais je ressens quand même 4 légères brises. Va et disperse-toi aux 80 à 50 lieues du rivage. 50 lieues du rivage. Comment tu voulais qu'il mesure à l'époque? Sur la crête qui sépare les deux mers et où les vents se rencontrent. De toute façon, c'est forcément là. Hein. J'ai cuit au logo. Et d'ailleurs, Juanito, il dit vrai. Eh oui, et dans le Cap Corse, rien n'a changé depuis le 16e. Hein. Bon, enfin, tu as vu dans quel état est cette pauvre tour? Ah, mais ça, Diavetiador, vieille tour de Damar. Bon, il faut juste remettre 2-3 pierres et là, tu la remets en fonction. Hein. Oui, un peu plus. Et juste à côté, regarde, il y a un éperon rocheux, là, il y a une autre tour. Ah, une deuxième tour. Ouais. Et là, tu es aux 4 vents, donc bien entendu, tu contrôlais les 4 points cardinaux. Tu voyais ce qui se passait au nord, au sud, tu contrôlais l'Orient et l'Occident. Et là, à l'époque, au vu des galères ennemies qui arrivaient par la mer, eh ben, les tours scintillaient de mille feux, tu devais entendre retentir le coup des canons. Et là, les soldats des Damars se mettaient en marche pour contrôler les crêtes, pour repousser l'ennemi. Mais quand l'ennemi devait être plus nombreux, il devait marcher comme ça le long des crêtes. Bon, la tour donne le pas. Alors on a vu la belle tour de Santa Maria, celle qui est fendue en deux, et puis maintenant on a ces 2 tours de Damar. Notre quête est vraiment jalonnée de tours. Hein. Mais par contre, ce qui nous manque, c'est quand même la signification de ce parcours initiatique quand même. Et moi j'ai bien réfléchi à l'initiation de tout ça, mais Goumika, qui n'est bien si doux. Ah ben c'est toi le digne descendant, le digne héritier du nom d'Hippone. C'est à toi de trouver. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Pas une mince affaire hein, en tant qu'héritier suprême de la seigneurie d'Hippone. Je crois que je vais réhabiliter ces tours pour inviter les amis et festoyer. Bonne idée. Hein. En plus, il y a une citerne et là j'en ferai une cave. Ouais. Paul, je sais plus marcher. Je tombe, je suis faible. regarde. Le château de San Colombano. Milo, au Castello, un des plus beaux châteaux de Corse. Hein. Le mieux conservé. Ouais. Mais en fait, il était en connexion directe avec toutes ces tours. Hein. Qu'est-ce que tu as? Tu vois pas, depuis tout à l'heure, je me prends des jonjons partout, des passazacs. Il y a de la terre, il y a des bébêtes, je mets partout, même sur le t-shirt. Je me demande comment ils faisaient à l'époque avec les scarpes, t'imagines? Oui. Ils devaient criser là, sur les crêtes. Ouais. En tous les cas, c'est vrai que c'était de très belles constructions. Et ici, tu as vraiment un bel ensemble de fortifications que tu ne vas pas retrouver sur le reste de la Corse. Parce que beaucoup de châteaux ont été détruits par le passé. D'ailleurs, en 1553, tu as les Français qui sont alliés aux Turcs, qui vont débarquer, enfin, ils viennent pour la guerre. Hein, donc, ils vont prendre toutes les places fortes. Ils vont prendre Calvi, Saint-Florent, Bastia, aussi Bonivaggio. Ici, ils vont arriver voir les Damars. Hein, ils vont obliger le seigneur Damar en fait, à se battre à leur côté. Et oui, c'était comme ça que ça se passait en réalité à l'époque. D'ailleurs, les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié en fait, le droit de stationner dans les anses du Cap Corse. Et de ces anses, ils partaient à l'attaque des fortifications comme les citadelles. Et contre la promesse en fait, de ne pas attaquer la seigneurie du Cap Corse. Et Dragut est venu en personne ici, hein, avec le capitaine des Français Sampiero à l'époque, voir Damar et Giacomo Santo II. Ils sont arrivés en force, hein, avec des soldats bien entendu. Et là, ils l'ont forcé à rallier la cause des Français et des Ottomans. Et lui, bien sûr, le pauvre, il a été obligé d'accepter. Et il est mort quelques mois plus tard, en fait, à leur côté. Hein. Ouais. Mais les Génois, quand ils reprennent la Corse, à la suite du traité Cateau-Cambrésis, ils ont compris la situation, que Damar, il n'était pour rien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont redonner la seigneurie aux Damar. Oui, et d'ailleurs, les Damars ont toujours été de très fidèles alliés, parce que c'était la seule seigneurie de Corse à avoir si bien fonctionné. Alors du coup, tu penses bien que les Génois voulaient la sauvegarder à tout prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont cédée à une femme, chose qui ne se faisait jamais à l'époque. Ils l'ont cédée à notre Barbara. Et notre ami. Barbara, qui est née en 1531, ici même au château, et était la fille unique de Giacomo Santo.
Alors du coup, comme c'était sa seule enfant, c'est elle qui a hérité du titre. Et c'est pas mal comme héritage. Hein. Ça? Je te dis, je suis en train de réfléchir et je me dis que toute cette quête initiatique là dont tu parles, c'est l'excuse de nous faire traverser toutes les crêtes du Cap en passant par de la végétation comme ça, en se remplissant les pieds de Jean-Jean, une passaza qui nous colle sur les chaussettes, même partout là. C'est que des Jean-Jean. Oui, mais ils vont me monter dans les oreilles. Ouais, non. Je sais pas comment je vais m'en sortir dans ce voyage. Et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais viens. Regarde, tu as une bête. Où? Là. J'en veux pas du parchemin, il est maudit. Aide-moi. Enlève, je t'aime j'ai pas pas que celle-là, ça à vas-y. faire. Moi, j'enlève mes Jean-Jean. Et toi, tu t'occupes de la bête. Ah, elle tourne autour. Non. Elle est passée derrière. Enlève-la. Mais non, ça marche, il faut faire des petites cases. En regardant la mer depuis cette tour perchée, n'avez-vous pas l'impression, mes amis, d'être à la vigie d'un navire, scrutant l'horizon par-dessus la proue de l'île, cheveux au vent, fendant l'écume vers le large? Cela n'est pas certain, car il faut être né dans le Cap Corse pour ressentir cela. Mais je suis sûre qu'Ansaldo Damar et ses descendants se sentaient ici comme à la barre d'un vaisseau, un souffle de liberté au cœur. Car c'est bien là que se situe toute l'originalité de cette contrée. Une terre de marins taillée pour des hommes de mer. Si l'on a souvent comparé le Corse aux bergers des hautes montagnes insulaires, éleveurs de chèvres ou de moutons, force est de constater que cette image ne colle pas du tout avec celle de la population de la pointe nord de l'île, où les bergers furent de tout temps fort rares. Car cet habitant du Cap Corse était traditionnellement un agriculteur ou un marin, parfois les deux. La richesse de ce promontoire rocheux, qui s'avance dans la mer comme une longue plateforme effilée, tient à ses 110 km linéaires de côtes rocheuses, un rivage très découpé, qui abrite pas moins de 19 marines, c'est-à-dire 19 ports. Certes, tous ces ports ne sont pas équivalents. Il s'agit le plus souvent de petits ports de pêche. Mais certains ont été très tôt aménagés en ports de commerce, capables d'accueillir des navires marchands de tonnage important, faisant alors de cette péninsule la véritable plateforme portuaire de l'île. Il faut dire que les premiers ports toscans ne se trouvent qu'à 80 km de là, le long de voies maritimes où les îles d'Elbe et de Capraia peuvent servir de relais. Il faut dire aussi que la mer est souvent profonde le long de ses côtes et que le relief tortueux du rivage offre des abris naturels exceptionnels, dont l'aménagement en port ne nécessite que peu de travaux. Ainsi, durant le Moyen-Âge, les ports d'Erbalonga, de Santa Severa, de Massinaggio, de Barbaggio, de Centuri comptaient parmi les ports les plus actifs de l'île. Même à la période génoise, où de grandes cités portuaires furent construites en Corse, ces petits ports continuèrent à concentrer l'essentiel de l'activité commerciale entre l'île et l'Italie, forgeant ainsi une très longue tradition de marins insulaires. On n'est pas bien là? J'adore. Les balades en pointu, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme les pêcheurs au bon vieux temps, hein, ils venaient pêcher ici en toute tranquillité, avec comme point de vue la Giralia derrière nous. Et là-bas, le port de Barcaggio. Barcaggio, port de pêcheurs, mais pas que, hein, puisqu'il y avait aussi pas mal d'agriculteurs et pas mal de céréaliers. Toutes les productions qui étaient produites ici, à la pointe du Cap, eh bien, elles étaient entreposées à Barcaggio, dans les magazines et les entrepôts que l'on voit sur les quais. Mais c'était des entrepôts du XVIIIe siècle, c'est ça? Ces entrepôts, ils datent du XVIIe voire XVIIIe siècle. Alors ici, tu avais toute une activité agricole autour de Barcaggio. Tu avais Herz, Granaggio, tout était cultivé. Et en plus, c'était pratique hein, pour récupérer les produits et être entreposé à Barcaggio et ensuite être vendu en Ligure et en Toscane. Alors, tu as eu toute cette activité qui a perduré jusqu'au XVIIIe siècle, mais il y a eu des moments, des périodes où il n'y avait pas trop de monde parce que les gens avaient quitté les lieux puisqu'il y avait des incursions barbaresques. Hein. Les pirates n'hésitaient pas à raser complètement les villages. C'est ce qu'ils ont fait à Herz et aussi à Granaggio et à Centuri. Alors que de l'autre côté, hein, à Rogliano et à Maginaggio,
comme c'était le fief de la seigneurie d'Amar, eh bien là, ils avaient des accords, donc ils ne rasiaient pas les pirates. On n'en parle pas souvent, mais la Corse a donné naissance à de grands marins et qui ont joué des rôles très importants en Méditerranée et qui ont créé tout un milieu de négociants et d'armateurs corses et qui ont d'ailleurs tenu le port de Marseille pendant des siècles. Et les plus importants, c'était les Lenche de Morsilia. On n'était pas tout seuls, il y avait d'autres cap-corsins avec eux qui dirigeaient la compagnie du Corail et ils étaient tous armateurs ou grands capitaines de navires. Et c'est comme ça qu'on retrouve des Corses qui sont intervenus dans le rachat d'esclaves au Maghreb ou alors sur des affaires militaires avec le roi de France et même sur des contrebandes très juteuses avec le Maghreb et la France. Et bien évidemment, les Génois, ils avaient des accords, ils étaient en entente avec les barbaresques et les pirates, puisqu'au sein des barbaresques, il y avait beaucoup de Corses, notamment des Cap-Corses. Eh oui, exactement. Et d'ailleurs, au XVIe siècle, la France était alliée au sultan de Constantinople parce qu'elle était prise en étau entre des puissances occidentales en Méditerranée. Et c'est comme ça qu'on retrouve des marins corses qui nageaient un peu en eau trouble, à l'image de Sampierogours, qui lui n'était pas cap-corsin, mais c'était l'exception. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, on retrouve comme ça ces marins corses qui font un peu l'intermédiaire, le lien entre le monde chrétien et le monde musulman. Comme Sampierogours d'ailleurs, qui était ambassadeur de la France à Constantinople, eh bien, on retrouve ces marins corses qui font le lien entre le monde arabe à ce temps-là. Et il y avait aussi quelques cap-corsins qui avaient été pris comme esclaves, notamment lors des razzias, et qui étaient conduits directement au bagne, au Maghreb, et surtout les grands marchés aux esclaves que sont Tunis et Alger. Oui, on retrouve les Corses des deux côtés en fait, que ce soit du côté des Génois ou du côté des pirates, des Napolitains ou même du pape. La France n'avait pas voulu participer à la bataille de Lépante contre les Ottomans parce qu'elle ne voulait pas froisser le sultan. Par contre, les Damars, eux, ils ont envoyé 5 navires qu'ils avaient construits ici à Machinado pour l'occasion. Les Damars, le grand amiral en saldo. Et moi, en tant que grand amiral, je te conduirai au bout de la Méditerranée. Et après, on franchit Gibraltar. Et là, Les Amériques. les Amériques, comme tout bon cap-corsin. Cette tradition d'hommes de mer remonte au moins au temps de l'Empire romain, puisque les textes nous font part de la grande carrière de quelques insulaires, engagés dans l'armée romaine aux commandes de galères impériales. Plus tard, des documents attestent de la présence de grandes familles d'armateurs, domiciliés de part et d'autre du canal Tyrrhénien, principalement dans le Cap Corse et la région de Piombino. Les Corses étaient alors propriétaires de navires, capitaines de vaisseaux, ou pour les plus démunis, simples matelots. Les embarcations quittaient la Corse chargées de vin, essentiellement du vin blanc produit dans le Cap Corse, déchargeaient leurs précieuses cargaisons dans les ports toscans, puis se chargeaient en blé à moudre avant de rentrer sur l'île, où ce blé était moulu pour le marché local. Cette économie, qui s'est mise en place à partir du XVIIe siècle, lorsque les razzias barbaresques se sont faites plus rares en Méditerranée, a permis à la région du Cap Corse de connaître un véritable développement, sans commune mesure dans le reste de l'île. Car ailleurs, la Corse vivait repliée sur elle-même, cultivant le nécessaire pour survivre et troquant ses productions avec celles des vallées voisines. Seul le Cap Corse pouvait s'appuyer sur un véritable commerce maritime, exportant ses surplus et surtout rentrant dans l'île denrées exotiques et revenus de ses ventes. Le commerce des marins du Cap Corse était ainsi un moteur de prospérité économique. Dans les villages de la contrée, les signes de cette insolente opulence ne manquent pas, même si la plupart d'entre eux se trouvent aujourd'hui à moitié digérés par le maquis. Mais où elle sera? Mais tu es déjà là, toi. Bah oui, tu m'as dit de prendre à gauche, j'ai pris à droite et résultat, je suis arrivée avant toi.
Madame. On est bien là dans le petit coin d'air. C'est vrai. J'ai vu cette jolie petite charrette. Une très jolie charrette qui a transporté de très jolis cercueils. Quoi? Non. Oh, elle est grande, hein, cette église de Saint-André à Di Granaggio, là. Elle est immense, oui. Elle est toute seule, perdue, complètement isolée au milieu du maquis. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Et cette église de Saint-André, elle a été construite au XVIIe siècle et en activité jusqu'au début du XXe. Et quand tu la regardes, comme ça, tu vois vraiment qu'elle symbolise la déprise démographique du Cap Corse. Hein. Ouais. C'est comme on l'a vu à Barca, tu vois, les entrepôts qui témoignent d'une activité passée. Et bien ici, tu as une église de Saint-André complètement à l'abandon. Regarde cette façade baroque, elle est carrément gigantesque. Hein. Ouais. Complètement ravagée, hein. Quel dommage. Ouais, tu as raison. Eh bien, en fait, tout le Cap Corse est comme ça. Dans tout le Cap Corse, tu as des vestiges un petit peu partout qui témoignent du passé religieux et aussi du riche passé agricole, riche et révolu. Eh oui, mais ça, c'est la fin du système génois qui a complètement fait plonger l'économie du Cap Corse. Eh oui, mais il y a aussi la maladie de la vigne qui a ravagé tous les vignobles du Cap. Ce maudit puceron, le phylloxéra de la vigne. Eh oui, la fin du système génois a contribué au départ de nombreuses familles. Et il a aussi bouleversé tout un réseau économique qui était tourné vers l'Italie. Et ensuite, au XVIIIe siècle, tu as les révolutions de Corse, hein, il y a eu des guerres, des batailles. Ensuite suit la Révolution française qui va mettre à mal en fait, l'économie générale et dans un même temps l'économie du Cap Corse. Mais au XIXe siècle, les vins du Cap vont trouver de nouveaux débouchés. Direction la France. Et là, ça va repartir de plus belle. Et tu sais qu'au XIXe, dans le Cap Corse, on compte 15 000 habitants. Bon, la moitié sont des agriculteurs et aussi on a 1 millier de marins, tu te rends compte. Et alors, au XIXe siècle, tu as dans le sud du Cap Corse, aussi dans la plaine orientale, des milliers de cédrats qui vont être plantés et qui vont donner à peu près 6500 tonnes de fruits qui vont être exportés à l'étranger. Eh oui, tu te rends compte. Et là, dans le Cap, on a un vignoble gigantesque autour de Saint-André et tu as des vignes à perte de vue jusqu'à la mer. Mais malheureusement, en 1890, arrive ce puceron maudit, le phylloxéra, qui provient de l'Est des États-Unis. Et là, en quelques années, il va détruire tous les vignobles. Et quant au cédrat, lui, il va subir la concurrence d'autres pays qui vont avoir des coûts de production très faibles. Et le cédrat, il va plonger. Et pour finir, la Première Guerre mondiale, eh bien là, elle va donner le coup de grâce à l'économie du Cap Corse. Qu'est-ce que tu as? Et dans un même temps, sonner le glas de cette magnifique église de Saint-André. Laissant ainsi la place au monde des animaux sauvages et aux plantes dévoreuses de bâtisses dites rupestres. Ça va pas? On s'en est trop là. Et voilà, la nature reprend ses droits. Sèche tes larmes, douce Karine, car cette histoire est certes tragique, mais si la Première Guerre mondiale est souvent évoquée pour marquer la fin du mode de vie ancestral de la société insulaire, dans la réalité, le déclin était déjà fortement amorcé depuis plusieurs décennies, avant que ce terrible événement n'envoie à la mort plus de 12 000 hommes en âge de se battre. Ce sont les guerres de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle qui conduisirent l'économie capcorcine à perdre ses principaux débouchés en Italie. Il s'ensuivit une première forte émigration vers des territoires qui paraissaient alors bien plus attractifs. Là encore, la tradition des marins capcorcins joua pleinement son rôle. Et nombreux sont ceux qui s'engagèrent sur des navires à destination du Nouveau Monde. Il faut dire qu'à cette époque, toute l'Europe regardait vers les Amériques et les Antilles. La France elle-même délaissait quelque peu l'arsenal de Toulon et le port de Marseille au profit de Brest et de Dunkerque. Dans le Cap Corse, les premiers à être partis encouragent ceux restés au village à venir les rejoindre en leur contant des histoires de succès et d'incommensurables richesses. On oublie vite les malheureux qui n'ont pas résisté au voyage ou qui sont morts une fois sur place de maladies mystérieuses. Et l'on vante, à qui veut bien l'entendre, les histoires de ceux qui ont fait fortune dans les concessions minières ou les plantations exotiques. Et comme pour étayer ces fantastiques récits, certains rentrent au pays
et se font construire de véritables châteaux, à l'image de leur exceptionnelle réussite. Quelle histoire qui a mené à la construction de cette bâtisse? Mais tu sais quoi, parmi les 120 maisons des Américains du Cap Corse, celle-là, c'est vraiment ma préférée. Ouais, c'est magnifique, gars. Ouais. Bon, on a pensé au thé, mais on n'a pas pensé au canestrelli. Bah, tu veux dire les cookies? Oui, on est chez les Américains, non? Ah, l'Amérique gagne. Oui, c'est l'histoire américaine, bien sûr. Pas comme les autres, hein. Pas comme une histoire qui s'est passée en Amérique du Sud. Souvent, les Corses sont partis à Porto Rico, en Venezuela. Là, c'est particulier. C'est une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis, aux alentours de la guerre de sécession. Et tout a démarré en 1852, où Pierre-Marie Nicroze, qu'on voit sur ce tableau, hein, l'élégance avec sa belle barbe, décide de quitter la Corse, de sa terre natale, de fuir le service militaire. Ah oui, et puis en plus, à cette époque-là, sous le Second Empire, le service militaire durait 7 ans. Et les heureux volontaires étaient désignés par tirage au sort. Ah oui, 7 ans, vous tenez compte, ça fait long, hein. Ouais, il était de 5 ans sous Napoléon Ier. Ensuite, il était de 8 ans en 1824. Ça, c'est long. Après, il est redescendu à 7 ans sous Napoléon III. Ensuite, 5 ans. Et en 1913, il est passé à 3 ans. Mais par contre, il était obligatoire pour tous les hommes. Parce que la France, à cette époque-là, avait beaucoup d'ennemis. Donc, du coup, elle avait besoin de beaucoup d'hommes pour la défendre. Ah oui, et Pierre-Marie Nicroze, lui, va partir très tôt. Il a juste 15 ans. Hein, et en fait, il veut échapper à ce fameux tirage au sort qui est établi à partir des listes de recensement qui sont mises à jour en fait, chaque année. Ouais. Donc chaque année, on fait le recensement et on sait qui doit partir. Donc lui, il veut s'en aller. Hein. Et puis en plus, les moyens légaux pour échapper au service militaire étaient très rares. Hein. Il y avait des critères. Il fallait déjà mesurer plus d'1,54 m. Il fallait avoir une bonne dentition. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait être capable de déchirer avec les dents le sachet qui contenait la poudre. Important quand même. Hein. Et surtout, il fallait avoir tous ses doigts. Parce que s'il manquait l'index, il considérait que tu ne pouvais pas tirer au fusil, donc du coup, tu ne pouvais pas le faire. Alors, il fallait t'arracher toutes les dents et te couper deux doigts et c'était bon. C'était pas si simple. Et donc, si tout était OK, l'homme était apte. Et il y avait des façons aussi d'éviter le service militaire dans certaines familles, c'est-à-dire que tu pouvais désigner une personne qui allait remplacer une qui avait été tirée au sort. Mais alors ça, c'était un privilège qui coûtait très cher et puis qui de toute façon était réservé à l'élite. Oui, mais Pierre-Marie Nicroze, il n'a pas ces possibilités-là. Lui, il a la chance de connaître un ami de la famille qui vit de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, et qui possède un commerce. Et cet ami, il veut bien le prendre avec lui. Donc, il veut partir, mais comme il n'a pas d'argent, et puis à l'époque, les voyages coûtent très cher, il a une idée. Parce qu'il va s'enrôler, il va s'engager dans une compagnie maritime, une transatlantique, pour arriver en Amérique. Et ça marche. Ça, c'est intelligent. Et une fois arrivé là-bas, hop, il s'évapore dans la nature. En fait, il s'enfuit. Il va retrouver Mathieu Strain, l'ami de la famille, qui possède ce commerce, qui est originaire du village d'Ers. Donc il va travailler avec lui, ils vont travailler main dans la main. Le commerce va marcher, ils vont faire pas mal d'argent. C'est une petite boutique qui va vendre des bonbons, des confiseries, des cigares, une sorte d'épicerie fine, et qui va grandir petit à petit. Et malheureusement, éclate la guerre de sécession en avril 1861. Aïe. Et là, ils sont obligés de s'engager dans l'armée du général Lee, l'armée des Confédérés. Alors Mathieu Strain s'engage en tant qu'officier et Pierre-Marie Nicroze, il va être soldat. Ils vont se suivre dans la guerre. Donc la guerre va durer 4 ans. C'est énorme. Bien entendu, les Yankees ont eu raison des Confédérés. Ils vont détruire de nombreuses villes et de nombreux commerces, ce qui va arriver à leur commerce. Ils vont même être emprisonnés. Mais ils ont une grande chance, c'est qu'eux ne sont pas américains. Ils sont étrangers. Ouais. Et là, ils vont être dédommagés. Ça va être des victimes de guerre. Ah quelle chance. Oui, ils ont eu un préjudice. Et là, on va leur donner de l'argent. Donc avec cet argent, ils vont relancer le commerce. Ils vont de nouveau partir main dans la main et travailler ensemble pour gagner de plus en plus d'argent. Alors on passe du commerce à un commerce où le tenancier va prendre le produit et le vendre directement au client. On passe au commerce, au libre service. Donc c'est différent, ça marche, c'est l'explosion, tout le monde se sert et là, ils vont s'enrichir. Ils vont gagner des sommes extravagantes. Malheureusement, Mathieu Strain va tomber malade et va rentrer en Corse. Quant à Pierre-Marie, lui, il va rester pour garder le commerce. Il va même faire venir un de ses frères là-bas. Ils vont gagner encore de l'argent. Et bien sûr, avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire ce Palazzo Nicroze. Les travaux vont débuter en 1872 et vont être terminés en 1878. Pierre-Marie, lui, il veut rentrer chez lui parce que la Corse lui manque. Il revient, il habite même dans cette maison. Et là, il va être même élu conseiller général du Cap Corse. Oui, sous parti bonapartiste. Tu te rends compte, ça c'est un destin quand même. Ouais. Oui. Mais il ne faut pas aussi oublier les autres qui sont partis loin de chez eux et qui n'ont rien gagné. Pour un succès, on va dire, outre-Atlantique,
tu as peut-être sens des illusions quand même. Hein. Ben oui, il y en a beaucoup qui ont tout perdu et qui sont morts loin de chez eux, abandonnés de tout ça. Mais c'était très difficile de faire fortune à l'époque, même pour ceux qui partaient aux États-Unis. Hein. Ouais. Mais par contre, ceux qui ont réussi, ils sont revenus avec des fortunes vraiment colossales. Eh oui. Tu vois, moi, la semaine prochaine, je m'en vais à Singapour. Là, je fais du commerce, un sport et sport canistril. Je m'enrichis, je rentre à Bigoud et je construis un gratte-ciel. Ils vont comprendre, mais... Tu veux pas plutôt une autre tasse de thé, non? Allez, serre-toi. Un gratte-ciel à Bigoud. Comme nous l'a dit Karine, le Cap Corse compte 120 fabuleux palaces construits par ces Américains, comme on les nomme ici. Chacun d'eux raconte une histoire incroyable, écrite comme un conte de fées. Ces destins merveilleux et ces palais grandioses sont aujourd'hui une spécificité du Cap Corse, car la tradition du départ et du voyage était une habitude avant tout cap-corsine, une coutume de négociants et de marins. Ailleurs, la déprise agricole, les guerres et les famines n'ont pas engendré un tel mouvement d'émigration. Le Corse est resté attaché à sa terre, quels qu'en soient les tourments, considérant bien souvent l'exil comme la pire des punitions. Il y a là deux attitudes mentales, deux perceptions du monde qui sont diamétralement opposées et qui témoignent, une fois de plus, de la véritable rupture qui existe entre les populations de l'île et celles du Cap Corse. L'une voit dans la mer une limite, un espace fini. L'autre y voit une route, un espace de circulation. Moulino Mattei. Tu vois, celui-ci faisait partie d'un ensemble de moulins. Il y avait de Centauri à Magina 13 moulins en activité à l'époque sur la pointe du Cap Corse. Il est joli, mais il manque les hélices. Hein. Il manque les ailes. Et tu sais que le fait de moudre du grain était une tradition très ancienne dans le Cap Corse. Hein. Ah oui. Déjà parce qu'il y a énormément de vent, et puis surtout parce que les bateaux qui exportaient le vin revenaient avec les cales chargées de blé en grains. Parce que le blé moulu coûtait très cher. Alors les Cap-Corsins ont eu l'idée de se spécialiser dans cette activité et ils allaient sur les marchés toscans acheter du blé en grains et ils le ramenaient ici dans leurs moulins. Et ensuite ils allaient le vendre aux Génois de Bastia. Et tous ces moulins ont cessé leur activité au 19e siècle. Et celui-ci, lui est tombé la foudre dessus. Hein. Il a été complètement détruit. Je crois que la foudre est tombée en 1834 et ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1934, que Napoléon Mattei, l'inventeur de l'apéritif Cap Corse, le rachète pour une bouchée de pain et son fils va l'utiliser comme objet publicitaire à l'effigie de la marque Cap Corse Mattei. C'est vrai que l'histoire de Mattei est caractéristique du Cap Corse. Hein. Oui, une histoire très importante. Regarde la belle Corse avec la grappe de raisin Muscado di Gabigursu, la grappe emblématique. Tout un symbole. Cédratine, liqueur, esquisse digestive. Une liqueur que j'affectionne particulièrement. Oh. Et quand même bien conservé, hein, ce moulin. Le toit bien refait. Belle, ouais. Les Mattei, il y en avait beaucoup par ici, hein. Mais il y en avait un qui était plus important que les autres. Il s'appelait Louis-Napoléon Mattei, originaire d'Ers, et comme tout bon Cap-Corsin qui se respecte, et il était à la fois agriculteur, négociant et marin. Il décide de quitter sa terre natale pour aller en Amérique du Sud, là où sont installés, bien entendu, d'autres Corses. D'ailleurs, ce sont les premiers Corses qui vont en Amérique, qui reviennent ici pour implanter les premiers pieds de cédra dans le Cap Corse. Et lui, il est dans les Caraïbes. Et c'est dans les Caraïbes, d'après la légende, qu'il va réfléchir et inventer cette fameuse boisson du Cap Corse, à base, bien entendu, du muscat d'ici, de plantes, enfin de macérat de plantes de maquis, et aussi du quinquina, du quinquina dont on extrait la quinine, pour soigner les fièvres douloureuses. Et là, il rentre au pays, et là, il développe cette boisson, le Cap Corse,
qui va marcher un petit peu partout en Méditerranée, voire être connu dans le monde. Hein. Et son fils, bien entendu, va se servir de ce moulin pour faire la publicité. Hein. D'ailleurs, il est toujours là et la pub, elle est connue un petit peu partout dans le monde aujourd'hui encore. Tu imagines un peu, si Mattei n'avait pas été cap-corsin, il serait probablement jamais allé en Amérique. Et on n'aurait jamais connu ce digestif, un mélange de Corse et de Caraïbes quand même. Excellent, je dirais. Et puis regarde la vue que l'on a ici. Magnifique, mais ce qui manque, c'est un verre de cap avec plein de glaçons. Oh, ça c'est une bonne idée. Hein. Oui, mais il va falloir y penser la prochaine fois. Et puis avec une vue pareille. Cette vue est quand même assez incroyable. Hein. Ouais. Et moi, tout ça me donne soif. Il fallait vraiment être cap-corsin pour imaginer transformer un vieux moulin ruiné au bout du monde en un objet publicitaire, dressé comme un étendard face à la mer. Mais cela fait partie de la magie de cette terre de marins, tout comme cela raconte une de ces incroyables destinées cap-corsines, faite de courage, d'initiative et d'aventures maritimes. On a évoqué ceux qui sont partis et ont fait fortune dans des pays exotiques. On aurait pu tout autant parler de ceux qui sont restés, tenter des aventures locales, comme cette famille Valeri, originaire de Brando, et qui se lança avec succès dans le transport maritime entre Corse et continent, en créant une des toutes premières compagnies françaises de bateaux à vapeur en 1840. On aurait pu citer 1000 autres exemples, avec les mêmes dénominateurs communs: la mer, l'aventure, le voyage. Si l'on présente souvent le Cap Corse côté mer, avec ses 19 marines, ses ports de commerce parfois millénaires, et ses grandes familles de navigateurs, aventuriers, marins négociants ou même corsaires à la solde des grandes puissances méditerranéennes, il ne faudrait pas totalement oublier la partie terrestre du pays et cette immense étendue de collines et de vallons resserrés, aujourd'hui totalement recouvertes de maquis, mais autrefois en grande partie cultivées. Car le Cap Corse désertique n'est qu'une conséquence de l'histoire, lui qui comptait jadis plus de 15 000 habitants. Je crois que là, on est bel et bien perdu. Hein. Et perdu de quoi? Regarde, là, on arrive, il y a une maison. Il y avait un village abandonné ici. Terre, fille de mourir. On est perdu dans un village perdu. Regarde ça. En même temps... Mais ça ressemble à une tour, ça. Ah oui, c'en était une. Aujourd'hui, bon, il reste quelques murs. Bon, mais l'avantage, le côté positif, c'est que moi, ils sont plus là. On est tranquille. Ah, c'est sûr que là, on va pas déranger. Et puis de cette ancienne tour seigneuriale, on domine la vallée. Regarde, jusqu'à la mer. Fille. C'est magnifique. Ouais. On a quand même du mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir des villages abandonnés comme ça dans le Cap. Je savais pas. Eh oui, il y en a quelques-uns et ces villages sont très mystérieux et pleins d'histoires. Et ici, il y a très longtemps, en 1598, ils sont arrivés de la mer. Kélidour, qui est barbaresque, et là, ils ont tout détruit. Bon, certains, ils ont réussi à se cacher dans la montagne. Les autres, ils ont tous été capturés, malheureusement. Et ils sont partis là-bas, vers le lointain. Ils n'ont plus revu leur terre natale, Sigour. Et puis là-dessous, sous la Digouin, sous les chênes, là, il y a plein de maisons, bon, toutes par terre. Il y en a qui sont encore belles. Hein. Ben. Prise tout. Alors là, il n'y a vraiment plus personne. Ah ben ça, je te l'accorde, mon cher Paul. On n'a aucun mal à s'imaginer, là. Ouais. C'est le royaume des araignées, des scorpions, des punaises et des tsecs. Ça fait bien longtemps qu'il a été abandonné, ce village. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Longtemps. Tu sais, à la suite de cette fameuse attaque, les gens sont revenus ici et ont tenté de reconstruire les maisons. C'est plus tard, au XVIIIe siècle, qu'ils ont complètement abandonné ces lieux à la suite de la chute du système génois. Là, regarde encore, un exemple. Là, on est sur le sentier, mais on ne le voit plus. Et autrefois, il était muré tout du long. Et il amenait à toutes les maisons. Il y avait des fontaines, des fours à pain un petit peu partout. Regarde ces beaux murs. Et oui, il y a une
On a quand même du mal à s'imaginer s'il y avait des étages ou pas, là. Probablement qu'il devait y en avoir un ici, regarde. Puis ces pierres, elles sont magnifiques. Tu imagines à l'époque le travail qu'ils faisaient. Oh là là. Oh, ils devaient tsuker les pierres, les mettre, ouais, ils étaient carrés, ils montaient les maisons de partout. Ça devait prendre du temps. Ah ouais, chez moi. Des murs bien épais qui résistent au temps, en tout cas. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être pas très prudent de rentrer là-dedans, non? Et qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Il n'y a même plus de toit, il n'y a rien qui va nous tomber dessus. Bon, en attendant, fais attention au linteau, hein. Là, c'est pas dangereux. Mais c'est tout petit. Ah, c'est modeste, hein. Il y a des rangements, hein. Ah, là, ça devait être pour mettre quelques provisions. Et puis regarde cet arbre magnifique. Oh là, il est Comme immense. il est immense, regarde, il monte jusqu'au sud. Magnifique. Un beau chêne vert. Tiens, fais voir ta main. Pourquoi? Un millastre. Ah, tu mesures comme ça, toi? Ah oui, je mesure, je regarde un peu d'ouvrir. Celui-là, il a 263 ans. C'est précis. Ce qui remonte à 1755, date à laquelle les Génois vont devoir quitter la Corse par la force. Ça, c'est sûr que le passage de la République de Gênes à la France n'a vraiment pas été favorable au Cap Corse. Ah oui, et puis à cette époque-ci, l'économie du Cap Corse est mise à mal. Puis bon, les troupes françaises en Corse n'arrangent rien puisqu'ils vont détruire pas mal de choses, et même les récoltes. Et il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que pour cette raison que l'économie va péricliter. Il y a aussi plusieurs facteurs. Bon, il y a les troupes du roi de France qui sont en Corse. Après, tu as la Révolution. Tu as aussi les Anglais qui sont en Méditerranée. Tu as un commerce qui va se tourner vers les Antilles. Hein. Et là, la Méditerranée, l'économie est ralentie. Hein. En plus, à la fin du 18e, début 19e, tu as ces villages comme celui-ci où les gens vont quitter les villages pour redescendre vers le bord de mer. Tu as aussi les notables du Cap Corse qui s'en vont vers les Amériques parce que là, ils ont d'autres intérêts ailleurs. Et oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces villages perdus dans les forêts. Exactement. Et on se retrouve donc abandonné dans un village abandonné. Ouais. Les cousins. Et nous, on n'est jamais abandonnés. Tu veux pas qu'un Corse reste abandonné dans un village. Perdu, du moins. Bon, en attendant, on va vers où? Là ou là? Oui. Tu peux m'oublier à manquer. Ah. C'est bien, Juanito Di Paul, il l'a caché ici. Hein. De quoi? Le trésor. Non. Pourquoi pas? Non. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils viennent faire ici, Juanito? Je sais pas. Non. Justement, il n'y a personne. Non. En plus, je ressens rien, il n'y a pas de fluide. Non. Il te reste un peu d'eau. Non. Le Cap Corse se définit comme une longue péninsule de 400 km², couverte de collines étagées qui culminent en une longue crête dorsale, dont les sommets avoisinent 1300 mètres d'altitude. Cette crête que les habitants nomment la Serra est une longue chaîne rocheuse, dont la cime partage 2 versants. Un paysage vallonné vers l'est et la mer Tyrrhénienne, et un versant pentu et abrupt vers l'ouest et la partie occidentale de la Méditerranée et la mer Ligure. Le sommet de la crête est aride et désertique, parsemé de chaos rocheux, soumis à une forte érosion éolienne. La végétation est basse, typique des zones méditerranéennes montagneuses fortement exposées aux rafales de vent. Ici, le Libeccio souffle très souvent, traversant la Corse et l'Italie, du sud vers l'ouest, tandis qu'en hiver, le Mistral et la Tramontane se déchaînent en sens inverse, de sorte que ces crêtes sont presque continuellement balayées par des vents violents, plus de 300 jours par an. Et lorsque le vent ne souffle pas, c'est la neige qui recouvre ces cimes de décembre à mars, tandis qu'en été, les rayons du soleil chauffent à blanc les dalles rocheuses, transformant alors ces sommets de rocailles en une fournaise infernale. Oh là, aujourd'hui, on meurt. Et toi, tu ne transpires jamais. Et moi, par contre, regarde, je gouligne partout, en sueur, je colle. C'est vrai que tu es moite, hein? Et encore, tu te plains. À l'époque, quand ils débarquent et ils parcourent les crêtes, ils ont des habits épais comme ça, 3 et 4 cm, qui tiennent la chaleur. Tu te rends compte, tout doux, viaggio, ils stradi. Et ils arrivent là, toute une escouade, avec le trésor, ils portent le trésor sur leur dos. Et en tête, Juanito Di Paul,
avec un tromblon sur les épaules qui pèse un âne mort. Alors, Oui, mais bon, eux, ils savaient où aller. Nous, ça fait des heures qu'on marche, on n'a vu personne. D'ailleurs, il y a Pam qui vit ici. Alors, si seulement les fleurs pouvaient nous montrer le chemin, ça serait pas mal. tu en doutes, toi, les plantes. Pourquoi? Elles nous parlent. Eh oui, et tu sais, les hommes, ils disent toujours, il faut parler aux plantes, il faut avoir la main verte. Il est pas beau le maquis, là. Ouais. Hein, il a besoin de personne. Les plantes non plus. Il faut juste savoir les écouter. Alors, tu veux dire que le petit œillet, là, aurait quelque chose à nous dire? Le bel petit œillet, là, Uh-huh. bien sûr. D'ailleurs, il nous parle depuis longtemps, hein, puisque sans lui, depuis qu'on arrive sur les crêtes, hein, une odeur magnifique. Et C'est après, bon. tu le vois, c'est la communication olfactive, donc il nous parle. D'accord. Et regarde comme il est beau, avec ses 5 pétales dentelés au bout. Magnifique. Ouais. Et tu sais que c'est rose ou rouge comme ça, le symbole. Eh ben, c'est l'amour partagé. Et puis le blanc qui est juste en dessous, Ah, mais c'est la oui, passion fidèle. La passion fidèle. Donc Uh-huh. toi, tu serais la passion fidèle. Oui. Et moi, l'amour partagé, puisque l'œillet a la même couleur que moi. Et ouais, mais l'œillet, les comédiens ne l'aiment pas trop. Pourquoi ça? Et non, parce qu'il jetterait le mauvais sort, il porterait malheur. Malheur. Et ouais, Hugo, je te dis Molière, il est mort sur scène. Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Un œillet. Un œillet. Ah, il faut être très gentil avec l'œillet, faire plein de bisous. Gentil, l'œillet, gentil. Et le romarin, alors, celui-là, il nous serait plus utile. Parce qu'on dit que quand on fait des tisanes de romarin, ben, on a une bonne mémoire. Ouais, mais le romarin, ben, souvent il finit mal. Hein, il est balancé comme ça sur le grill, comme Saint-Laurent. Et sinon, il est éparpillé sur une belle côte de bœuf. Et là, on va oublier la mémoire cérébrale et penser plutôt à la mémoire du ventre. Hein. Le ventre. En tout cas, il sent bon. Tout ça, ça me donne faim. Hein. Mais dis-moi, il n'y aurait pas quelques plantes qui pourraient nous indiquer le chemin, là? Qu'est-ce qu'il y a? On va parler au schéma. Qui, di un luogo di buttaggio. Pourquoi tu fais ça? Regarde, lui, le cyste de Montpellier, au Mouchounet. Tu le vois avec cette belle fleur blanche, il est beau, hein? Mais lui, Puttaccio, là, on vient juste de passer sur le col et en bas au village, ils savent qu'on va arriver dans quelques heures. Alors, et puis le moucho en Corse, quand on dit ça sert à rien, on dit diemoucho, parce qu'on l'utilise pas. Bah, on l'utilise pas, tu plaisantes. On s'en servait pour allumer les feux dans les fours. Puis les bergers s'en servaient pour faire les clôtures. Il attire les essaims d'abeilles, alors on badigeonnait les ruches pour attirer les abeilles. Ah ouais, Ça c'est sert vrai. pas à rien. Ouais, mon cerveau, nous, il y en a partout. Hein. Ça, oui. On dit de lui que d'ailleurs, il colle. Hein. Tu as les doigts comme ça, tu colles. Ouais, on dit umuccio hein, en Corse. Umuccio piggioso ou re di nostre le cyste poisseux, roi de nos maquis. Umuccio zuccioso, le cyste qui est juteux, qui circondae gli laghi, hein, qui entoure toutes les érabliers que l'on trouve dans les montagnes. Et c'est vrai, il y en a partout. Regarde. C'est vrai. Ouais, et le trésor, alors? Zitto, il faut penser au putain. Les barleremo, ouais. Les caguilles, il y a trop de cystes. Regarde. Oui, on va aller se baigner, tu vois, au bord de la mer, par exemple. Hein? Paul, inutile de mentir aux fleurs, surtout aux immortels. Il faut leur parler avec délicatesse et déférence. Chère reine bucolique de ce paysage, guidez les pas de nos amis et surtout, gardez le secret de la quête du trésor. C'est sa quête, mes amis, qui est à l'origine de ce périple entre mer et montagne et de cette traversée épique du Cap Corse d'est en ouest. Où devait-il vous mener d'ailleurs ? Ah oui, je me souviens, à la célèbre tour où le vieux fou de philosophe fut exilé et emprisonné. Je n'en vois qu'une dans le Cap Corse qui pourrait correspondre à une telle description. À Torre di Seneca, la bien nommée. Une tour juchée sur un piton rocheux presque inaccessible et qui domine de son nid d'aigle toute la pointe de l'île. Un ancien oppidum, là où le vieux fou de philosophe fut exilé et emprisonné, là où la tour garde l'anse du croissant. On va voir le parchemin. T'es emprisonné. Oui. Attends, 2 minutes. Ça va, j'ai compris. T'es exilé et emprisonné. Ça, tu sais tout. C'est toujours le parchemin. Ouais, tu trouves les énigmes que tout le monde. C'est vide.
Mais tu y crois, toi, cette histoire qu'il a été emprisonné ici, ce Sénèque? Parce que moi, je sais pas trop quoi penser, là. Je sais rien. Je pense qu'ils auraient mis ce pauvre monsieur ici pendant X années dans cette tour au milieu de nulle part. Oui, il était là-haut, il écrivait des romans, contemplant le paysage. Là, ce n'est que foutaise. Sénèque, il n'est jamais venu ici. Toi, tu le crois, mais... Les légendes. Mais bon, la tour est bien d'époque génoise, pas romaine. Oui, comme tu peux le voir, c'est une tour de type de construction génoise. On l'appelait Adora di Imoti, la tour des signaux qu'on voyait des quatre coins de la pointe du Cap Corse, puisqu'elle envoyait des signaux partout. Mais avant celle-ci, il y en avait une autre, c'était une tour romaine, plutôt une tour de guerre romaine. Et en dessous, tu avais un oppidum, un village qui s'appelait Mercuri. Mercure, dédié au dieu Mercure, le dieu des voyageurs, du commerce et aussi des voleurs. Et puisque tu parles de Rome, tu sais bien que Sénèque est parti de Rome parce qu'il était mal avec l'empereur Claude. Il était pris dans des histoires un petit peu louches, donc du coup il est venu ici pour se faire oublier. Eh oui, et puis à l'époque il fallait pas se mettre un empereur à dos. Non, sûrement pas. Mais le pauvre Sénèque, il avait fauté, hein, il était tombé sur le charme de Messaline. Messaline. Et Messaline, c'était l'impératrice, la femme de Claude, et elle voulait s'emparer du pouvoir, mais bon, elle n'a pas réussi puisqu'elle s'est faite exécuter. Mais tu sais qu'on a dit des choses terribles sur cette femme. Hein. Ouais. On a dit que c'était une nymphomane. Et qu'elle usait de ses charmes pour séduire tous les jeunes hommes du palais, pour ses propres désirs de pouvoir. Hein. Mais ouais, que la Messaline, c'était pas du tout une sentimentale. On l'appelait la collectionneuse et la licencieuse. Carrément. Eh oui, comme Sénèque, il a fréquenté, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu t'en vas, tu pars en exil pour un temps, qu'on ne te revoie plus ici. Alors bien sûr, lui, il est resté 7 ans en Corse, il a attendu que tout ça se calme, en attendant qu'un nouvel empereur monte sur le trône. Oh, quel empereur? L'empereur Néron. Je ne sais pas s'il a gagné au change, là. Hein. Parce qu'en plus, il s'est retrouvé mêlé encore à des histoires de complot contre l'empereur Néron et autres. Et figure-toi qu'il a été obligé de se suicider sous ordre de l'empereur en s'ouvrant les veines. Bravo, il a écouté Néron, quoi. Obligé? Bon, en fait, il a gagné quand même 15 ans de plus. C'est vrai. Hein, puisque dès qu'il quitte la Corse jusqu'à son retour à Rome, il a bien vécu. Hein. Il a vécu quand même pas tâchant. Hein. Il a fait du business, il s'est enrichi sur le dos des autres. Hein, et puis en même temps, c'était un homme à scandale, puisqu'il adorait principalement les belles femmes, mais aussi les femmes très jeunes. Et comme il était riche, pour lui, c'était facile hein, de s'embarquer une noble romaine. Mais alors, quand il est arrivé en Corse, en exil, il a dû être très malheureux, parce qu'ici, alors, il n'y avait ni grand palais, ni belle courtisane romaine. Hein. Ouais, ça c'est ce qu'il écrit. Il dit que, déjà que les Corses sont des peuples de barbares des et sauvages. aussi des peuples non civilisés. Mais lui, il était à Alire. Et à Alire, il y avait 10 000 habitants. Donc il n'a pas eu trop de mal à trouver une jeune et belle romaine. Ah ouais, remarque, il a dû en trouver à son goût. Hein. Ouais. Mais dis, cette tour alors? Cette tour, c'est vrai qu'elle porte le nom enfin, on ne dit pas Sénèque, c'est pas le mot, c'est Adora di Zenica. En Corse ancien, on dit Zineca. Hein. Oui. Donc ça voudrait dire la tour des abîmes. Oh, carrément, c'est un nom qui est bien trouvé, parce que c'est carrément un nid d'aigle. Hein. Oui. Mais c'est du Corse ancien, du coup. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a même une autre tour qui n'est pas très loin, hein, dans le sud du Cap, à Pietracorba, qui a la même, la même physionomie avec un piton rocheux et la tour, qui s'appelle aussi Adora di Zenica. Même nom. Dis donc. Mon tour, c'est la tour qui garde l'anse du croissant, peut-être. Mais Juanito Di Poli, il a raconté un peu n'importe quoi, là. C'est faux. Pourquoi tu dis ça? Parce que s'il n'a pas été emprisonné là, il était où, alors? Je te dis, c'est une histoire vraie, ça. Sénèque, il est parti de Rome à Rome. Il a fréquenté Messaline, peut-être d'autres. Bon, il arrive ici à Alire. C'est sûr qu'il a des relations. Et là, le pompon, ça commence à parler, titati, tatata, blablabla, c'est pas bien, il a fréquenté un tel, Agrippine, Joséphine. Oui, et là, il arrive ici, il n'y a personne dans le Cap, il rencontre des gens, il rencontre des jeunes filles, il n'y a pas beaucoup, c'est normal après tout, il est là. Et là, il dit, c'est pas bien, et si tu rencontres, c'est mec, et après, ça parle. Je vais te dire une chose, moi. Il vaut mieux ça que la frustration. Oui. Des fois, il y a des messages codés là, cachés derrière, Messages codés qui apparaissent. Regardez là. Mais regarde bien. Quand j'étais petit, j'écrivais au jus du citron. Ah là là, mon cher Paul,
Il me semble effectivement que toute cette histoire de trésor ne soit qu'une vaste fable, un moyen amusant de vous faire traverser ce pays étrange, situé dans le prolongement de la Corse, comme un pouce tendu vergène à travers la mer. Un pays différent du reste de l'île, tant par ses habitants que sa destinée, mais qui rassemble aussi certaines caractéristiques paysagères propres à la Corse, comme ce relief escarpé qui s'élève jusqu'à former une crête en son centre. Cette végétation à la fois rase et luxuriante, touffue comme une chevelure. Ces lignes de rivages abruptes, souvent terminées en falaise, ces petites criques sauvages, découpées dans la roche. La Corse a beau être multiple, réunissant en un seul lieu bien des paysages méditerranéens, empruntés à chaque rive, de Grèce, d'Espagne ou d'Italie. Elle est aussi un ensemble uni, où règne un parfum, une couleur, une ambiance, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, et qui servent à définir en définitive sa véritable identité. Là où la tour garde l'anse du croissant, n'oublie pas que la tour donne le pas et que la vigne trace ton chemin. Mon grand-oncle m'aurait-il fait défaut? Non, Michael. Aucune gravure, aucun indice. En tous les cas, aucune trace du grand Juanito di Poli. Si tu veux mon avis, ton oncle nous a menés en bateau. Ah, quand même pas. Puis c'est impossible. Regarde, l'anse du croissant veut bien dire... Mais c'est l'anse des Turcs. L'anse des Turcs. Donc l'anse des Turcs, dans le Cap Corse, tout le monde la connaît. Et puis dans le Cap Corse, figure-toi que depuis la nuit des temps, c'est un territoire des gens de la mer qui ont fait fortune notamment grâce au négoce et à la piraterie. Et puis les Cap Corsins ne sont pas du tout des terriens comme la majeure partie des Corses, c'est plutôt des marins, de grands marins et surtout de grands armateurs. Et aussi des corsaires. Eh oui, notamment avec le célèbre Mami Corso, originaire du village de Pino, qui lui avait été rapté jeune enfant et ensuite avait servi le sultan de Constantinople. On l'appelait le renégat. Il n'hésitait pas à revenir piller sa terre natale. Oui, c'est pas à lui que je pensais. En fait, est-ce que tu connais l'histoire du comte Preziosi, comte de Centauri, chevalier de Malte et grand corsaire? Les Preziosi, ça me parle, mais de comte, je n'en connais pas. Il s'agit d'une grande famille de Centauri, et ils étaient marins de père en fils, cela va de soi. Et d'aussi loin que remonte la lignée, en fait, on retrouve de grands corsaires qui ont servi Venise et Malte. Alors il y avait l'arrière-grand-père, il y avait le grand-père, le père et le fils, qui est le héros de l'histoire. Et lui, en fait, il était aux côtés de Venise contre les Turcs et il leur a permis de récupérer le fort de Morée dans le Péloponnèse. Morée dans le Péloponnèse. Ah, c'est pas les Grecs qui sont partis de là-bas, qui étaient pourchassés par les Turcs et qui sont arrivés à Paomi, du côté de Cargès. C'est ça. Et ce fort appartenait aux Turcs jusqu'au XVIIe siècle. Et grâce à ses actions héroïques, il a été repéré par le Doge, qui lui a offert en fait la possibilité de devenir chevalier de Malte, avec tous les privilèges qui vont avec la rente à vie, etc. Ensuite, en 1702, on le retrouve alors à la tête d'une petite flotte maltaise au large de la Grèce. Et il arrive à capturer 3 gros navires marchands turcs qui étaient chargés de blé. Et il les ramène à La Valette, à Malte. Et là, il est accueilli en héros. Bon, ensuite, on perd un peu sa trace. On sait que son frère cadet l'a rejoint et que du coup, ils ont perpétué comme ça la tradition familiale. Et ce n'est qu'en 1713 qu'on retrouve sa trace. En fait, il est désormais avec le duc de Toscane. Et il lui remet, parce qu'il a toute sa confiance, il lui remet en main le plus gros des navires, c'est le Jérusalem, avec lequel il va réussir à ramener beaucoup de cargaisons, à capturer plein d'esclaves au large de la Sicile et de la Grèce. Comte de Centauri, ça me parle pas trop, moi. Si, il était comte de Centauri. En tous les cas, ça lui a permis de devenir très riche et de se faire construire un magnifique palais à Centauri. Et il a même construit un château gigantesque en plein cœur de Malte. Du coup, les gens de Centauri ont commencé à l'appeler Monsieur le Comte parce qu'ils pensaient qu'il était devenu noble. Ouais, en fait, c'est pas un vrai comte, quoi. On l'appelle Monsieur le Comte, comme je pourrais m'appeler Monsieur le Duc. Voilà, c'était pas vraiment un comte. Mais bon, la descendance a décidé de conserver le titre. Et si bien qu'à la chute du royaume anglo-corse, lorsqu'ils ont quitté la Corse pour aller à Londres, ils ont gardé ce titre.
Et de nos jours, on retrouve un certain John Joseph Preziosi, descendant direct du grand Giuseppe Preziosi, Cap-Corsin et chevalier de Malte. Elle est vraiment belle cette histoire, et surtout le John Preziosi d'Angleterre. C'est beau. Et c'est vrai qu'à Malte, il y avait de nombreux Corses, et surtout lors des révoltes corses, où de nombreux insulaires ont quitté la Corse, bien entendu, pour se rendre à Malte. Et il y en avait beaucoup dans l'entourage en fait, du grand maître de l'ordre de Malte, et ils ont fini corsaires, bien entendu, dont un célèbre corsaire qui venait du Cap Corse, d'ici, de Nonze. Di Nadal. Di Nadal de Nonze, qui était un fin stratège, un grand marin. Il est devenu amiral de toute cette grande flotte de l'ordre de Malte. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a œuvré pour que la Corse soit rattachée à l'ordre de Malte. Mais bon, il n'est pas arrivé, puisqu'il est mort en mer, comme tout bon marin. Il est mort au large de Livourne, en se rendant à une réunion secrète pour rencontrer des émissaires du roi de France. T'imagines, la destinée de l'île, elle s'est jouée à quelque chose de près. T'imagines, on aurait pu être maltais. Qui sait, maltais, pourquoi pas grec ou turc. Ah non, pas les Turcs. Comme Mamie Corso, qui guigne. Et en tout cas, c'est vrai que sa destinée et son histoire, on ne la choisit pas. Ah non. Et ouais, quant à moi, regarde. J'ai acquis la sagesse là-bas, à la chapelle Santa Maria. Et quand je suis monté à la tour d'Agnel, là, j'ai vu la lumière. Et puis, je suis venu Saint-Paul. Et par le détour de la tour de Sénèque, là-haut, et bien là, je me suis posé des questions. Et je vais te dire une chose, c'est que jamais, au grand jamais, je ne serai philosophe. Oh non, c'est pas pour toi, ça. Tout reste à faire. Ouais, en tous les cas, la sagesse ne nous a pas ouvert les portes du trésor. Le trésor. Tiens, prends le parchemin, moi je vais m'occuper du reste. Oh non. On va encore y passer des heures. La sagesse, c'est le trésor. Et le trésor, c'est aussi ma sagesse. Ah, ma pauvre Karine. Tu n'en as pas encore fini avec Paul et ses facéties. J'en ai bien peur. D'autant que son imagination semble sans limite. Mais que fait-il donc? Peut-être s'est-il mis en tête d'aller récupérer la cargaison de ces 5 galiotes turques que les archéologues ont retrouvées il y a quelques années, au large de cette baie. 5 galiotes que le mauvais temps avait précipitées au fond de l'eau. Mais il faudrait alors lui dire que leur chargement n'était fait que de blé et d'esclaves, et qu'il ne reste désormais que quelques planches vermoulues sous le sable. Ou peut-être est-il préférable de le laisser ainsi nager à la recherche d'une chimère? Car le trésor, mes amis, ne se cache pas sous l'eau. Non, il est devant vos yeux, dans la beauté de ce paysage, dans les reflets pourpres de ce coucher de soleil.